Anatoly, bonjour. Bonjour. Ah, est-ce que le son marche bien? Là, ça va, oui. Ah, ça va mieux. Il y avait Là, une petite. Ah, c'est perturbé de nouveau. Bon, ça va. ça va mieux. Alors, Anatoly, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, je te reçois parce que tu viens de sortir un nouveau livre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Anatoly Livry, laissez-moi dire que c'est un des intellectuels doublement transfuge et doublement dissident, dissident à l'époque de l'Union soviétique, et puis aujourd'hui dissident de la République en France, euh, qui, euh, qui a une culture générale, une connaissance des langues, un savoir d'histoire, de philosophie absolument incroyable. Allez voir sa biographie, elle est juste impressionnante. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'Ingmar Bergman, ce très célèbre et iconique réalisateur de cinéma suédois, très connu pour toutes les générations d'après-guerre et même d'avant-guerre, parce à partir des années 50, il a fait des films vraiment de très connu, ce fameux cinéma suédois. Et je ne parle pas de la pornographie, je parle vraiment du cinéma très artistique, très intéressant. Et pour la petite histoire, je tiens à dire que Ingmar Bergman n'est pas du tout de la famille de euh, Ingrid Bergman, qui était aussi de la même époque, peut-être un peu plus âgée que lui, très jolie femme de l'après-guerre. Voilà. Alors, Ingmar Bergman et le national-socialisme hitlérien. Alors, explique-nous un petit peu pourquoi ce titre et surtout comment un icône de la Suède social-démocrate, multiculturaliste et remplaciste, encore aujourd'hui, qui vénère encore ce réalisateur, quelle est la relation de ce réalisateur iconique avec le national-socialisme hitlérien en plus? Oui, bah, tout d'abord, oui, Ingmar Bergman est né dans une famille nationale-socialiste avant l'heure, mais en fait, cet ouvrage, il n'est pas tout à fait consacré à Bergman, il est consacré plutôt à l'Europe, à l'esprit occidental et à cet être occidental qu'on est en train de massacrer. Donc, quand vous lisez cet ouvrage, chères spectatrices et chers spectateurs, il faut que vous compreniez que vous vivez dans un univers, peut-être vous avez de la chance, c'est un spectacle excellent, de naître dans un univers où on vous extermine. On vous extermine par vos racines, votre histoire, votre culture, votre civilisation, votre sexe, votre famille, etc. Donc, cet ouvrage, même si, parce que la Suède, empire luthérien nordique peut vous faire peur, c'est un ouvrage consacré à vous expliquer dans un ouvrage extrêmement court, parce que, hein, comme avait dit un célèbre personnage de Tête d'Or de Claudel, les livres sont ivres. Et c'est vrai, actuellement, un ouvrage philosophique doit être court, parce que je pense que actuellement, quand on s'étale un peu trop, je pense que ça se fait plutôt pour vous tromper. Je ferme la parenthèse. Eh bien, dans ce bref ouvrage, je vous offre l'échantillon de comment on vous trompe, et on vous trompe non seulement au niveau des politiciens, non seulement au niveau des journalistes incultes et engagés, non seulement au niveau des magistrats, par exemple en France, qui sort de l'école de magistrature, donc extrêmement engagés par une forme de trotskisme international. Non, je vous parle de cette droite cette droite politicienne, cette droite
financière, puisque par exemple, seulement un exemple, mais un parfait exemple européen, la Suède est extrêmement socialiste, social-démocrate, tel qu'il puisse paraître. C'est un pays où 90% des richesses sont maintenues par 10% de population. Et en plus, sans parler du fait que ces 10% de population tâchent s'exiler en Suisse pour payer moins d'impôts. Je ferme la parenthèse également. Voilà, mais c'est ceux en qui vous avez, vous, ce qui regardez ici, donc avez vous avez confiance dans une structure à l'ancienne, c'est-à-dire vous pensez qu'il y ait l'Institut de France, et donc il y a une forme de professorat universitaire parmi lequel il y aurait en France, en Suisse, dans les autres pays en Scandinavie que je connais bien, puisque pour écrire cet ouvrage et regarder l'ensemble des films de Bergman, j'ai appris le suédois et je suis allé à l'université de Uppsala pour le faire. Voilà, vous estimez qu'il y aurait une branche de professeurs, des académiciens qui seraient de votre côté, mais non. Et c'est aussi à cela qu'est destiné cet ouvrage. Je vous dis, un ouvrage pessimiste à 99%. Je vous dis, pour vous, pour nous, les Européens, je ne sais pas si un juif ashkénaze peut être considéré comme un blanc, mais pour les blancs de l'Occident, il n'y a pas de chance. Comme dit Zarathustre, von ungefähr, es ist die älteste Edel der Welt. Par hasard, c'est la plus grande noblesse de l'univers. Eh bien c'est peut-être 1% que je laisse à notre survie anthropologique. J'estime que si l'Occident blanc périt, eh bien, ce sera fini pour l'univers entier, pour l'humanité. La Terre, naturellement, cette planète, elle va survivre à l'humanité sans aucun problème, je pense. Mais je pense que les civilisations seront exterminées si nous perdons actuellement cette bataille. Et je pense que nous sommes un tout petit peu comme ces derniers métèques qui combattaient pour Rome. Contre les barbares, c'est-à-dire ce n'est plus les romans de souche qui se votent dans les mariages de même sexe, mais c'est les anciens métèques et les nouvellement naturalisés qui s'engagent dans les derniers combats. Ce que j'ai fait, c'est un combat tout à fait exaspéré que j'ai fait. Oui, Ingmar Bergman, pour revenir à lui, c'est l'icône du monde occidental. C'est l'icône de la tolérance. Et comme tout ce que nous avons comme images, ce sont les images tronquées, limites, falsifiées. Et voilà, par exemple, cet Ingmar Bergman qui applaudit par tous ces spécialistes du cinéma universitaire. Il y a une fondation de Bergman qui est gérée par des universitaires. On a l'image de Ingmar Bergman sur le billet de banque royal de la Suède de 200 couronnes. Eh bien, on a créé une image et nul n'ose le contredire. Pourtant, on a tout de lui. Oui, Ingmar Bergman, il est né en 1918. L'Allemagne nationale-socialiste est née, disons, spirituellement au début des années 20, puisqu'il fallait qu'en 1923-24, Adolf Hitler puisse dicter son Mein Kampf. Donc, pour cela, il faut qu'il se retrouve pour 9 mois en prison pour se consacrer à cette œuvre. Donc, on peut dire que le mouvement national-socialiste est né avant, c'est-à-dire tout au début, le Parti national-socialiste, Deutsche Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, eh bien, il était créé, commençait à recevoir ses premiers membres en Bavière tout d'abord au début des années 20. Et c'est à la même époque que
les pays nordiques, pas seulement la Suède, se lancent dans cet ancien rêve culturel de recherche de ses origines. Eh bien, nous avons en Suède, mais aussi au Danemark, mais aussi en Norvège, bon, en Finlande, c'est un peu complexe puisque la République de Finlande vient à peine de se créer en 1918. Et donc, il y a une pulsion vers les recherches de ces origines germaniques auxquelles est lié beaucoup de formes de puissance réelle suédoise. Et donc, il y a une union d'un national-socialisme germanique qui pousse d'un côté en Suède, de l'autre côté en Allemagne en parallèle. Il y a énormément d'échanges entre les nationaux socialistes allemands qui ne sont pas encore au pouvoir et la Suède. Et par la suite, Ingmar Bergman, qui est né en 1918, eh bien, sa famille, dans la mesure où son père est un pasteur luthérien, eh bien, elle se fonde naturellement dans une forme de national-socialisme suédois et extrêmement lié au national-socialisme allemand, puisqu'il y a les échanges, une forme d'Erasmus de l'époque, où Ingmar Bergman est envoyé également à l'âge de 16 ans dans une famille allemande ou national-socialiste chez un prêtre, excuse-moi, un pasteur de Thuringen, donc entre Weimar et Eisenach. Et bien, et c'est là que, pour lui, c'est une authentique découverte à la source du national-socialisme. Non seulement qu'il y a une rencontre dionysiaque avec Adolf Hitler, déjà le chancelier, n'est-ce pas? Donc c'est en 1934, il a 16 ans, Ingmar Bergman il a 16 ans, mais aussi il voit, il visite les prêches de ce pasteur et donc qui prêche par Mein Kampf. Il est entouré de la jeunesse hitlérienne et de jeunes filles de la jeunesse hitlérienne. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une forme d'initiation qui se fait avec lui, une initiation artistico-politique. Et il reste comme ça, non seulement jusqu'à la fin de la guerre, c'est ça qui est extrêmement important, mais jusqu'à l'année 1946-47, où les décisions officielles du tribunal de Nuremberg tombent en quelque sorte. Jusque-là, il est ouvertement national-socialiste. Il est du côté de Hitler, comme je l'avais cité lors de mon dernière interview avec l'éditeur de cet ouvrage, Daniel Conversano. Donc j'ai cité ce passage d'Ingmar Bergman et j'ai dû donc apprendre le suédois également pour lire son Laterna Magica, donc son ouvrage autobiographique, et où il déclare dans ce livre écrit en 1986, publié à Stockholm chez Norstedts en 1987, il déclare ces choses-là clairement, parce qu'à cette époque-là, si on se souvient, il n'y a pas encore de cette hystérisation autour de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire il y a une crise qui s'empare de l'Occident, une crise financière, donc il faut trouver le diable et ses serviteurs. Donc il n'y a pas encore de toutes ces lois liberticides qui existent en France, qui existent en Suisse, mais je vous signale que notamment en Suède, jusqu'à présent, il n'y a pas de ces lois liberticides. La Suède et le Danemark, ce sont les deux pays de l'Occident, continental, je ne parle pas de la Grande-Bretagne, où on peut exprimer sa vision de l'histoire sans être traîné dans les tribunaux. Si vous êtes professeur de l'histoire à Uppsala, naturellement, vous allez perdre votre poste, mais vous ne serez pas traîné devant les tribunaux. La Suède, oui, garde encore, elle peut faire quelques concessions à des folies de genders, mais finalement, oui, je ferme cette parenthèse, en Suède, il y a
cette liberté ancienne germanique qu'on voit naturellement si on regarde attentivement les films de Bergman en version originale d'ailleurs. Mais là, je ferme la parenthèse. Oui, Bergman le déclare encore à la fin des années 80. Et si on lit cet ouvrage, son ouvrage en version originale, eh bien, je fais quelques notes également. Ingmar Bergman, il raconte une histoire, et ce sera par cet exemple peut-être que je terminerai mon introduction assez longue. Eh bien, Ingmar Bergman, il est l'homme de théâtre d'abord, c'est pas l'homme du cinéma. Il fait donc, c'est pour cela que son cinéma est de niveau supérieur naturellement. Donc, du mois de septembre jusqu'au mois de mai, il fait du théâtre. C'est un réalisateur, un metteur en scène. Et donc, seulement pendant les 3 mois de l'été, il est extrêmement court en Suède, eh bien, il s'est permis de faire le cinéma. Souvent, c'est le cinéma qui se fait dans la nature, si vous le connaissez. Eh bien, Ingmar Bergman, il a commencé sa carrière théâtrale à Helsingborg. Et par la suite, quelques mois plus tard, il passe au théâtre pour être le metteur en scène de régisseur de deuxième théâtre de la Suède à Göteborg, Göteborg en anglais, Göteborg en suédois. Très jolie ville. C'est comme le Lyon et Paris, si vous voulez. Voilà. Donc, j'aime beaucoup Göteborg. J'y ai passé du temps quand j'étais jeune. Ah oui, Je pense les mêmes raisons que toi. N'est-ce pas? Si vous voyez des femmes suédoises brunes, mais avec les yeux verts et bleus, bah, ce sont les anciens Goths, on peut les reconnaître comme ça. Bon, et donc, il est dans ce théâtre-là, et on est déjà en 1946, c'est-à-dire un an après la guerre, et c'est très intéressant comment Bergman décrit cette histoire, cette ambiance qui se fait. Il dit donc, då jag efter krigsslutet kom till Göteborgs stadsteater. Donc, oui, c'est en 1946. Il est déjà à l'âge de 28 ans. Il vient donc c'est un an après la fin de la guerre. Il arrive au théâtre de la ville de Göteborg. C'est un peu comme le théâtre de Châtelet, donc c'est vraiment le centre culturel de cette époque où il n'y a pas de télévision, ni Internet, etc. Donc c'est là qu'on se rend compte, et c'est ainsi qu'il nous décrit comment il a travaillé. Et c'est comme ça que pendant un passage, il nous décrit la pause de déjeuner. La pause de déjeuner de ces acteurs. Et il le décrit comme ça, c'est la page 148 de la première édition de La Terne Magique. Donc, hatet var hjokot cum de heras. La haine idéologique a été tellement épaisse qu'on pouvait le couper. En français, on dirait couper au couteau, parce que maintenant, n'importe quel professeur de l'histoire et de géographie sait qu'on coupe, si on coupe, c'est au couteau. Mais en suédois, on dit hera, c'est-à-dire couper tout simplement. Il n'y a pas de précision comme ça. C'est-à-dire, toute cette Europe qui a naguère, hormis la Suisse et la Suède, participé à ces déchaînements militaires, eh bien, c'est fini déjà, depuis une année. En revanche, la Suède qui a accueilli les anciens, et le décrit parfaitement, les anciens résistants danois, tous ceux qui ont nagé à travers des Store Belt, le gros détroit Belt, entre le Sjöland, Zeeland et Småland. Donc, Skåne, excusez-moi. Donc, il passait, il trouvait le refuge. Et il y avait les juifs, il y avait les communistes européens qui passaient en Suède et qui se sont installés, qui ne voulaient jamais partir, en fait. Et de l'autre côté, il y avait les nationaux socialistes suédois. Et donc, même un an après la guerre, il y a une haine satanique qui les déchire. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de le dire. Pourquoi Ingmar Bergman le précise? Il le précise à la fin des années 80, pas parce que c'est important pour lui. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer la puissance du théâtre. C'est-à-dire, on est consacré pendant la première moitié de la journée à l'art, et donc là, la haine n'existe pas.
Et par la suite, on revient, on vient manger. Donc là, un homme devient politique en zone, animal politique. Et là, la haine nous dérange. On le déteste, on veut le tuer vraiment l'autre. Et par la suite, il le décrit parfaitement. C'est fini. On va à la scène et là, c'est Thalie Melpomène qui gère tout. Donc, c'est ça qui l'intéresse. Actuellement, tout homme de théâtre ou du cinéma est obligé d'être idéologue. Comme le professeur universitaire, souvent, il parle de nationaux-socialistes, comme dirait oncle Freud, du niveau anal. Des salles nazies, et ça se finit là. Il n'y a pas de réflexion, naturellement. Mais là, ça ne l'intéresse même pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est de lui dire, pendant de longues années, oui, j'étais du côté de Hitler, j'avais cité, je l'avais encore une fois noté, dit Bergman dans son ouvrage autobiographique, et mon revoir, il y a pour Hitler-Sida. Pendant de longues années, j'étais du côté de Hitler. Glade mig att hans framgångar, je me réjouissais de ses victoires, och de Nederlagen. Et je faisais vraiment, j'étais endeuillé. C'est faire le deuil, littéralement, donc vraiment comme si quelqu'un était mort dans les familles de ses défaites. Et c'était jusqu'à l'âge de ses 27, 28 ans. Donc à cet âge-là, l'homme, il le fait. Il le fait hormonalement en mal blanc, parce que peut-être dans les autres pays méridionaux, les hommes se font plus rapidement, ce qui... Bon, il y a les conséquences. Donc, on dit donc actuellement, les professeurs de médecine dont je suis les cours, ils disent que plus l'homme se fait longuement, plus son niveau anthropologique est élevé, naturellement. Donc, pour les Nordiques, c'est 28, 29 ans. Mais à cet âge-là, on est fait déjà psychiquement, mentalement, sexuellement, notre intelligence, notre physique est terminée. Et c'est jusqu'à cet âge-là. Bergman, ce n'est pas... il n'est pas imbécile, il sait que s'il fait un pas de côté, sa carrière est terminée, et c'est pour cela que quand il voit la décision du tribunal de Nuremberg, qu'est-ce qu'il dit? Aldrich mehr politique, plus jamais de la politique. Il a fini avec ça, mais en tant qu'artiste, voilà, il laisse transparaître son national-socialisme et ainsi jusqu'à quasi à la fin de sa vie créatrice. Voilà l'introduction. Alors, tout d'abord, il faut dire que dans ton livre, tu ne fais pas l'apologie du national-socialisme, ni la faisons pendant cette vidéo, évidemment. Mais justement, sur l'aspect artistique, puisque je ne connaissais pas la vie d'Ingmar Bergman, et bien qu'il ne soit pas vraiment de mon époque, c'est d'une génération bien avant, nous avons tous, même les moins cinéphiles d'entre nous, vu des films d'Ingmar Bergman au fur et à mesure du temps. Les plus récents ont eu beaucoup de prix, je pense à Fanny et Alexandre et d'autres, mais lorsque l'on voit les premiers films des années 40, les films des années 50, je pense par exemple le plus connu, c'est peut-être Le Septième Saut avec Max von Sydow. Il s'appelait en fait Adolphe, mais oui, pour faire sa carrière, il est devenu Max. Oui. Très très grand acteur du cinéma mondial. Hein. Et on voit notamment dans ce film, mais dans les autres aussi de cette époque, le choix artistique de filmer en noir et blanc et des scènes très épurées avec très peu de décors ou alors des décors naturels et une préoccupation sur ce noir et blanc très contrasté avec évidemment des décors beaux, des personnages très beaux. Max Sydow est vraiment un archétype je ne sais pas s'il est suédois ou danois, mais il a un archétype du nordique assez beau. Et ça nous rappelle le cinéma, enfin l'école de cinéma allemande en général, et particulièrement celle d'avant-guerre avec Leni Riefenstahl notamment, Olympia, c'est quoi, Der Kampf des Willen, je crois. Non, c'est pas Der Kampf, c'est Le Triomphe de la volonté, c'en est un autre. Enfin bref, c'est incroyable. C'est incroyable, Leni Riefenstahl, qui a aussi une vie passionnante et incroyable, mais avec un style cinématographique dont
le cinéma, d'ailleurs, s'est inspiré, et je ne connais aucun réalisateur de cinéma, pour avoir pas mal bourlingué à Hollywood à mon époque, qui, sur cette question, critique Leni Riefenstahl d'un point de vue technique. Ils sont tous tous les réalisateurs de cinéma de cette époque-là et depuis sont en extase devant le travail qu'a fait Leni Riefenstahl. Et donc, on retrouve un peu ce style artistique chez Ingmar Bergman. Parfaitement. Bah, c'est ce que j'ai écrit dans cet ouvrage. Oui, Bergman est l'héritier idéologique, mais également esthétique du cinéma national-socialiste. Il le fait non seulement qu'il emprunte ces images d'une perfection artistique des dieux de lampe ressuscités dans une Germanie de 1936, que fait le message qui fait passer Leni Riefenstahl dans ses films. Mais il les reprend et il les place en quelque sorte dans le quotidien. Et en plus, ces héros morts, et je le précise dans mon ouvrage, c'est-à-dire ils étaient en quelque sorte ravivés par Leni Riefenstahl, et par la suite, Bergman les retrouve morts, échoués sur son île. Il y a un film de 1948 fait d'après le scénario de Bergman, c'est pas lui qui le fait, c'est Molander qui le fait, et bien, qui s'appelle Eva en version originale et Sensualité en version française traduite, et il voit comment un jeune homme de son âge, de l'âge de Bergman, qui devient artiste, qui connaît une fille autrichienne dans son enfance, qui le tue par malheur, et donc et qui fait son service militaire, lui, dans la flotte royale de la Suède, qui revient vivant dans un pays neutre, tout à fait. Mais on comprend que cela se fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, la Suède, comme la Suisse, est un îlot de paix relatif, naturellement. Les troupes allemandes passent à travers la Suède. Les espions soviétiques n'ont de ces pays, comme les espions britanniques. C'est tout à fait normal vu le contexte des pays. Il revient chez lui. Et par la suite, il se mis en quelque sorte. Et par la suite, on se rend compte d'un apaisement artistique de Bergman. Je sors de l'histoire de la guerre des races, des ethnies, et je me consacre à la créativité, parce qu'il commence à jouer à la trompette, naturellement. Il connaît un succès d'artiste, et la trompette, surtout dans le contexte biblique, naturellement, c'est la trompette d'Apocalypse qu'on voit naturellement dans les chutes d'Insiglet, dans le 7e saut. Naturellement, on parle notamment de trompette d'Apocalypse. Et donc, il s'entraîne face à la mer dans son île pendant que sa femme est en train d'accoucher. Et là, il voit l'homme de son âge, un marin de Kriegsmarine, donc de Donetsk, donc en quelque sorte le soldat de Donetsk à qui Adolf Hitler avait légué le Troisième Reich dans son testament. Ne l'oublions pas, toutes ces nuances que Bergman connaissait parfaitement. Eh bien, il échoue, il essaye de cacher ce cadavre. Il y a une photo que j'ai piquée à ce film dans mon ouvrage, et effectivement, il le cache à sa femme, laquelle découvre le cadavre, et donc il dit, donc finalement, ça aurait pu arriver à moi. Et c'est la vue de ces cadavres quasi qui déclenche l'accouchement de son épouse. Et donc, il y a le retour chez le Dieu, donc naturellement de l'Ancien Testament, c'est-à-dire il y a un apaisement, c'est-à-dire son
son fils s'appelle Michael, donc Mir, celui qui est avec elle, le Dieu, c'est-à-dire Elohim, c'est la forme courte. Donc, il y a le retour au sérail, en quelque sorte, artistique, mais effectivement, il y a une puissance dionysiaque pendant cette recherche qui est... qui Bergman, en quelque sorte, se déchaîne. Et chez lui, ça se pratique par la création et par le sexe, parce que le nombre de femmes et des enfants qu'il a eu, c'est quelque chose d'inimaginable. Donc, mais tout cela, on le retrouve et tout cela est clair. Et pourquoi c'est extrêmement intéressant, en partant, de pouvoir lire Bergman d'abord en version originale, puis regarder l'ensemble de ses films également en version originale, parce que les traductions sont, je veux dire, c'est traditore et traditore, c'est-à-dire tout est mensonge dans les traductions françaises. Eh bien, et tout est perdu. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est regarder les documentaires qui étaient tournés pendant les tournages de Bergman. Surtout à la fin, cela se faisait. Par exemple, quand il tourne Fanny Alexander, quand il tourne le film qu'on appelle En présence d'un clown, eh bien, tout cela se fait en parallèle. Il y a la caméra qui le suit. Et là, elle se déchaîne. Voilà. Je me suis baigné dans le rang. C'est ancien sport de juifs ashkénazes de se baigner au mois de décembre dans le rang. Et j'ai un peu, c'est pas le coronavirus. Bon, j'espère que je souhaite le coronavirus à tous ceux qui ont envie de rester en bonne santé parce que vu que ça tue personne, ça va. Finalement, donc j'encourage. Alors, ce livre, vous le trouvez à 11,50 €, ça vaut la peine. Et je vous rappelle qu'il est important de soutenir les auteurs un peu dissidents. Aux éditions Alba, je mettrai le lien vers le site où on peut commander le livre. Mais je dirais surtout qu'en fait, ce livre, il vaut la peine, ne serait-ce que pour la toute dernière phrase, que je ne vous lirai pas, évidemment. Mais c'est toute une question, en fait, c'est une longue question qui nous ramène un peu à la discussion que nous avons eue au début et qui pose la question, et c'est peut-être avec ça que je te demanderai, ou j'aimerais avoir ton avis pour conclure, c'est que si Ingmar Bergman avait vécu 30 ans de plus et qu'il voyait la Suède et par extension l'Europe d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait et qu'est-ce qu'il regretterait, à ton avis? C'est quasi impossible de le dire, mais est-ce que à un moment, certaines stars, comme on les appelle, ils disent bah, je suis tellement fort actuellement, je suis en pleine puissance que je peux dire la vérité. Eh bien, on connaît le destin de Mel Gibson, on connaît beaucoup de ces personnalités, notamment dans le il était Mel Gibson quand il a dit ce qu'il a dit. Oui, c'est ça. Donc, il en a dit, il en a répété plusieurs fois certaines idées que je n'oserais pas le dire ici à propos de mes consanguins juifs. Oui, mais voilà, je pense que même lorsque on est dans ce monde, bah, soit on est diabolisé, naturellement. Regarde même la pauvre Brigitte Bardot qui n'est pas trop, bah, qui dit sur ses sympathies à l'ancien chef du Front National qui n'existe même plus. Eh bien, voyez ce qui lui arrive. Bon, heureusement qu'elle a des finances et heureusement qu'elle ne va pas plus loin. Mais si on commence par dire les vérités vraies, comme disait bah, un écrivain du XVe siècle français, eh bien, je pense que le système va nous dire, ce qu'on appelle cet univers qui court à sa perte, on peut l'appeler le système vulgairement, eh bien, elle va nous exterminer, elle va nous diaboliser et elle va nous pousser aux oubliettes, n'est-ce pas? C'est le destin de chaque personne pour lesquelles la création est plus importante que son bien-être. Voilà. Sur ces mots, merci beaucoup. Alors, je vous encourage, Ingmar Bergman,
et le national-socialisme hitlérien. Donc, ce n'est pas un livre sur le national-socialisme, mais c'est un livre vraiment. En plus, on découvre, regardez, jeune. Pas mal, hein. Bref, je vous encourage à le lire, je mettrai le lien dessous. Et mine de rien, c'est ce genre de livre, ce genre de réflexion qui nous fait réfléchir sur notre civilisation dans laquelle nous essayons de survivre et peut-être aussi pour laquelle nous essayons de survivre. Donc c'est parfois, même si certains livres ont l'air hors sujet, ils ne sont pas hors sujet en réalité. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. J'arrête.